Acheter un bien immobilier avec 0 €, le mettre en location et gagner de l'argent et avoir 0 € d'impôt dessus, ça s'appelle tout simplement un trio gagnant. Un cas concret avec un exemple réel, budget total 56 500 €. Quand je dis total, on prend le bien, les frais d'agence, les frais de notaire, les autres frais, bref, financé à 100% par le biais d'un prêt immobilier qui sera supporté par ton locataire. Coût du crédit 274 € par mois, le loyer 550 € par mois, ça fait un delta de 276 € brut par mois. Dit autrement, tu vas gagner 3 312 € par an. Et puis finalement, la comptabilité va rédiger une histoire au travers de laquelle tu seras en déficit, donc tu n'auras pas d'argent et puisque tu n'as pas d'argent, eh bien, tu n'as pas d'impôt. La réalité, on l'a vu, elle est tout autre. Petit bien, petit bénéfice, gros bien, gros bénéfice. Je te laisse imaginer cela sur un cas beaucoup plus important. Eh bien oui, ça marche, tu t'attendais à quoi? Je sais, tu t'attendais à avoir la recette complète pour faire la même chose sur un petit bien ou un bien plus important. Ça tombe bien, on va voir ici toutes les étapes pour que tu puisses toi aussi faire la même chose. Avant de commencer, pense à t'abonner et si tu veux avoir un guide ultra complet, tu tapes guide en commentaire. S'il y a suffisamment de commentaires, eh bien je ferai ce fameux guide et je mettrai le lien dans la description située sous la vidéo. Du coup, pense à partager au maximum cette vidéo car au plus tu partages, au plus il y aura de guides en commentaire et au plus je serai obligé de faire ce guide. Tu es prêt à gagner de l'argent sans en débourser? Riches, richer, prêt, feu, richer. On a commencé par la fin afin de savoir ce que cette recette LMNP peut t'apporter. Il est temps de rembobiner un petit peu pour aller à la première étape car l'objectif ici c'est que tu puisses le faire par toi-même. Donc on va voir les étapes les unes à la suite des autres et de manière chronologique et on va commencer par définir ce qu'est la LMNP ainsi que les conditions. Bien oui, puisqu'on va l'utiliser, c'est quand même intéressant de savoir ce que c'est. On verra ensuite les conditions pour être estampillé LMNP et pouvoir en bénéficier. On arrivera sur un petit ingrédient qui permet d'avoir ce fameux 0 € d'imposition. Ce fameux ingrédient, ça s'appelle la comptabilité. Rassure-toi, j'ai tout simplifié au maximum. Alors, mets tes petits chaussons, prends ton popcorn, respire un grand coup, ça va bien se passer puisque la dernière étape de cette vidéo, je vais te donner toutes les infos pour avoir un bon dossier LMNP pour y arriver. Bien oui, si tu as un dossier qui ne tient pas la route, un dossier tout pourri, tu n'arriveras pas à atteindre la ligne d'arrivée ou tu ne vas même pas quitter la ligne de départ. Du coup, c'est intéressant que je te donne un maximum d'informations à ce niveau-là. Sans transition, LMNP signifie location meublée non professionnelle. Qui dit location dit bien immobilier, qui dit location meublée dit avoir des meubles dans ton bien immobilier. C'est un statut à la fois juridique et fiscal pour les investisseurs en location meublée et c'est un statut qui est hyper rentable. T'as les yeux qui brillent là, hein? Tu peux louer en courte durée comme dans le cas des Airbnb ou en plus longue durée comme dans le cas de la location meublée classique, celle que l'on voit juste ici. Pour être LMNP, il y a deux conditions à respecter. La première condition, les gains issus du LMNP ne doivent pas dépasser 23 000 € par an. La deuxième condition, c'est que les gains issus par le LMNP doivent être inférieurs ou égaux aux autres revenus que tu possèdes, que tu récupères. Tu as quelques exemples qui s'affichent à l'écran pour te donner des idées de revenus. Au niveau de la LMNP, si tu viens à dépasser ces conditions, tu vas basculer progressivement en LMP, location meublée professionnelle cette fois-ci, et c'est pas tout à fait la même chose. Rassure-toi, les deux conditions qu'on a vues sont cumulatives. Tu dois obligatoirement checker les deux, valider les deux pour passer d'un statut à un autre. Du coup, il y a de la marge.
Comme je l'ai dit, dans location meublée, il y a meubles et il y a une liste très précise de meubles à retrouver dans ton bien immobilier pour que tu puisses bénéficier du LMNP. Cette liste est disponible dans un décret du 31 juillet 2015. Tu la retrouveras en recherchant sur Internet ou je la mettrai également dans mon guide s'il y a suffisamment de commentaires. Au niveau de cette liste, rien de bien méchant. Tu vas retrouver de la vaisselle, un frigo, un four ou un four micro-ondes, des plaques de cuisson, de la literie. Bref, c'est un petit peu comme quand tu pars en vacances dans un mobil-home. Le mobil-home est équipé pour que tu puisses être autonome à 100%. C'est la même chose. Le bien est à usage d'habitation. Il est bien évidemment décent. Et s'il est dans une copropriété, il doit respecter le règlement de la copropriété. Du coup, en premier lieu, je t'invite dans ce cas de figure à lire le règlement de la copropriété car si ce dernier interdit ce genre de choses, eh bien du coup, tu te fais avoir. C'est souvent le cas pour les Airbnb, donc les locations très courtes, car on sait tous que Airbnb rime avec énormément de monde qui va transiter dans l'appartement et donc on ne sait pas toujours l'impact sur le voisinage. Donc certaines copropriétés l'interdisent tout simplement. Place à l'administratif pour obtenir le statut de LMNP et c'est très simple et très rapide. Il faut aller sur le site de l'INPI. Avant, c'était le formulaire P0I ou FMC suivant ta situation, mais ça, c'était avant et maintenant, c'est l'INPI. L'INPI, au niveau de ce site, tout sera donc relativement simple et rapide. Il y a simplement 3 éléments auxquels tu vas être vigilant. Le premier élément, c'est la date de début d'activité. Le deuxième, c'est le régime fiscal que tu vas choisir. Et le troisième, c'est le régime de TVA. Dans le cadre de cette vidéo, on est sur de la location meublée classique. Donc, cette histoire de TVA, ça ne nous concerne pas. Pour d'autres activités meublées, il peut y avoir des services annexes. À partir du moment où il y a des services annexes, par exemple un petit déjeuner, de la literie, des nettoyages réguliers, eh bien cette histoire de TVA va revenir sur le tapis et si tu as trop de services annexes, la question ne se posera plus, tu seras tout simplement imposable à la TVA. Voyons le premier point, à savoir la date de début d'activité et cette date est hyper importante, notamment dans le cas du régime réel, car c'est ça qui te permet d'avoir 0 € d'impôt. Oups, j'aurais dû dire spoiler. Tant pis, c'est fait. Donc revenons sur cette fameuse date de début d'activité et on va prendre un exemple très simple. Tu décides de dépenser 599 € pour ton bien immobilier. Peu importe, des petits travaux, de la réno, tu fais ce que tu veux. Ta date de début d'activité est, admettons, le 15 juillet de cette année. Si tu dépenses ces 599 € après cette date, le 16, le 17 ou bien après, peu importe, eh bien ces dépenses seront prises en charge. Ça tombe bien parce qu'on va les appeler des charges pour réduire donc ton imposition. Si tu dépenses tes 599 € avant, par exemple le 14 juillet, eh bien tu auras dépensé et tant pis pour toi, ça ne sera pas pris en compte car c'est fait avant ta date de début d'activité. Au niveau de cette fameuse date de début d'activité, tu as un délai de 15 jours entre le moment où tu déclares ton activité et le moment où tu l'as réellement commencé. Cela étant, je te conseille fortement de faire les choses dans l'ordre pour éviter tout problème. Et quand je dis faire les choses dans l'ordre, avoir même cette première dépense, une première dépense qui est tout simplement ton bien immobilier en tant que tel. Pourquoi? Parce que généralement, on a des frais qui sont importants lors de son achat de biens immobiliers, tels que les frais d'agence ou les frais de notaire. Donc, en premier, tu déclares ta date de début d'activité et ensuite seulement tu fais tes premières dépenses comme acheter ton bien immobilier et tu verras d'un point de vue comptabilité, ça va faire une énorme différence. Puisque l'on chatouille du doigt la comptabilité, on va parler des régimes fiscaux et on va commencer par le premier, à savoir le régime micro-BIC. BIC pour bénéfices industriels et commerciaux. Si tes loyers ne dépassent pas 77 000 € par an dans le cadre de ton LMNP et que tu es bien évidemment en location meublée classique, sinon le plafond va différer, tu auras le droit à un abattement forfaitaire de 50%.
Ici, tu t'embêtes pas trop avec la comptabilité, c'est le côté positif. Lors de ta déclaration des revenus, tu vas mettre un formulaire, tu vas plutôt compléter un formulaire complémentaire qui est le 2042C Pro. Tu vas déclarer tes revenus, emballer, c'est pesé, c'est terminé. Bon, tu auras ton abattement forfaitaire. Imaginons que tu mets ton loyer à 1 000 € par mois. 1000 x 12, ça donne 12 000. 12 000 fois un abattement de 50%, il te reste 6 000 € sur lesquels tu seras imposé. Donc, côté positif, on ne t'embête pas avec la comptabilité, pas trop en tout cas. Et côté négatif, eh bien, il reste 6 000 € sur lesquels tu seras imposé. Donc, tu vas payer à un moment donné. Le second régime, c'est le régime réel simplifié. Et là, il y aura de la comptabilité, mais tu peux la sous-traiter, cette comptabilité, à quelqu'un d'autre. Ici, tu vas pouvoir prendre en compte les charges et les amortissements. Qu'est-ce qu'une charge? C'est une dépense directe que tu vas devoir à un moment donné subir. Et ces dépenses directes, ça peut être par exemple nos fameux frais de comptabilité, ça peut être la taxe foncière, ça peut être des petits travaux, ça peut être la CFE, ça peut être tout un tas de choses. Et puisque tu as des charges, eh ben, elles vont venir réduire ton imposition puisque c'est de l'argent que tu as dépensé, de l'argent que tu n'as pas gagné. Et nous avons donc le deuxième point qui est l'amortissement. C'est quoi l'amortissement? L'amortissement, c'est la perte de valeur liée à l'usure ou tout simplement la perte de valeur dans le temps. Pour bien comprendre ce qu'est l'amortissement, on va reprendre notre exemple, notre appartement d'une valeur de 45 000 €. Oui, tu vas me dire, c'est plus 56 500. Eh bien oui, le bien vaut 45 000 €. 56 500 €, c'est le package complet. Frais d'agence, frais de notaire, tout un tas d'autres frais, plus notre bien de 45 000 €. Ce bien, il est composé de tout un tas d'éléments. Je peux avoir donc un plafond, un sol, des murs, des portes, des fenêtres, bref, énormément de choses. Les 45 000 € seront donc divisés en un certain nombre de choses. De quoi est composé mon bien? Eh bien de tous ces éléments qu'on a vus. On parlera de ventilation. Tu as un tableau qui apparaît à l'écran. Nos 45 000 € ont été ventilés. Par exemple, tu retrouveras au niveau du terrain sa valeur 10%. 10% de 45 000 €, eh bien notre terrain, ou en tout cas la part de notre terrain sur notre appartement, vaut 4 500 €. À côté de cette information, tu vas retrouver la durée d'amortissement, donc l'usure dans le temps, et pour le terrain, il n'y en a pas. Tout simplement car la Terre était là bien avant nous et elle sera là encore longtemps après nous. Pour le reste, par contre, il y a des durées. Si je fais un focus sur aménagement intérieur, on voit qu'après la ventilation, ça correspond à 9 000 €. 9 000 €, ça va se dégrader en 12 années. Ça veut dire qu'au bout de 12 ans, mon aménagement intérieur ne vaut comptablement plus rien du tout. Eh bien, 9 000 € divisé par 12, ça me donne une charge de 750 € par an. Si tu reprends l'ensemble de ces charges annuelles, ça te donne un total supérieur à 1 400 €. Et oui, c'est ce que tu vas devoir enlever de ton imposition. Donc ça, c'est quand même assez sympa puisque finalement, ces charges, tu ne les subis pas réellement car l'ensemble du package a été acquis au travers d'un prêt immobilier qui est supporté par ton locataire. Mais toi, de ton côté, la comptabilité explique que tu perds chaque année un peu plus de 1 400 €. Et je vais aller encore un petit peu plus loin en revenant sur les frais d'agence et les frais de notaire. On va dire que ça vaut 10 000 €, on n'est pas trop loin de la réalité parce qu'on était sur 5 000 € de frais d'agence et à peu près plus ou moins 4 500 € de frais de notaire. Il y a tout un tas de calculs derrière. Donc 10 000 € c'est génial, c'est un chiffre tout rond et c'est pas trop loin de la réalité. 10 000 € que tu vas pouvoir placer soit en charge, soit en amortissement. Ça dépend vraiment de la structure de ton investissement et qu'est-ce qui financièrement est intéressant pour toi. Dans le cadre de notre exemple, on va le placer en charge. Et de toute façon, c'est ce que j'ai fait dans la réalité. Ça veut dire qu'avant même d'avoir ton premier loyer, tu es déjà dans le rouge comptablement de 10 000 €. Ça veut dire qu'avant d'avoir des impôts, il faut remonter la pente pour arriver à minima à 0 €, puis commencer à faire de l'argent. Et à cela vient s'ajouter nos fameux 1 400 € et quelques de charges annuelles. Tu l'auras compris, le régime réel pour ne pas payer d'impôts, c'est quand même hyper sympa. Je profite pour refaire un focus sur cette fameuse date de début d'activité. Cela ne fonctionne que si tu as
créer ton activité et seulement après, tu achètes ton bien. Si tu ne l'as pas fait dans cet ordre-là, tu risques de te voir passer sous le nez les frais d'agence et les frais de notaire. Et là, ça fait une énorme différence, mais cette fois-ci, pas dans le bon sens. Allez, on résume tout ce qu'on a vu et on va le compléter. Budget global, 56 500 € financé à 100% par le biais d'un prêt immobilier que ton locataire est en train de supporter. Donc toi, ça te coûte que dalle. Au niveau du prêt immobilier ou du crédit, tu dois payer 274 € par mois. Tu as des loyers de 550 € par mois. Du coup, tu gagnes 276 € par mois brut, soit 3 312 € par an. On va basculer côté imposition pour voir ce qui se passe de ce côté. Et côté imposition, eh bien ton crédit, on s'en fout. Tout ce que l'on voit, ce sont les revenus. Et les revenus, c'est 550 x 12, ça fait 6 600 € par an. Mais on doit enlever les charges et les amortissements. On va commencer par les amortissements qui vont créer des charges que tu vas pouvoir déduire. On a vu que c'était 1 437 €, donc 6 600 moins 1 437 €, ça te donne 5 163 €. Mais ce n'est pas fini. On va ensuite déduire les charges que pour le coup cette fois-ci tu vas payer. Car oui, les amortissements, ce n'est pas toi qui les supportes, c'est ton locataire. Mais les autres charges, CFE, taxes foncières, etc., pour le coup, c'est toi qui payes. Au niveau de notre cas concret, on est à 2 000 €, donc comme j'ai dit, taxes foncières, la comptabilité, etc. etc. 5 163 € moins 2 000 €, ça nous donne 3 163 €. Donc c'est sur cette base-là qu'on pourrait être imposé, je dis bien pourrait être imposé, car on est déjà dans le rouge de 10 000 €. Et oui, on est à moins 10 000 € avant même le premier loyer versé. Donc 3 000 € et quelques moins 10 000 €. Eh bien au final, tu es toujours dans le négatif de plus ou moins 7 000 €, donc 0 € d'impôt. Je reviens à la réalité. 3 312 € moins les charges directes, celles-là, tu les payes. Donc ça nous donne 3 312 € moins 2 000 €, donc 1 312 €, c'est ce que tu vas mettre dans ta poche au final. En plus de ça, tu auras l'augmentation de ton patrimoine immobilier car petit à petit, ton locataire paie ton prêt immobilier et ça fait augmenter ton patrimoine. Et de l'autre côté, tu as toujours 0 € d'impôt. Acheter un bien immobilier sans mettre de l'argent, le mettre en location pour gagner de l'argent et payer 0 € d'impôt, merci à la comptabilité et au régime réel. Alors oui, tout ça, c'est bien beau, mais ça repose sur un élément central, à savoir notre prêt immobilier. Tu l'as bien vu, s'il n'y a pas de prêt immobilier, toute notre structure s'effondre, elle ne tient pas la route. Donc l'objectif, c'est d'avoir ce fameux prêt immobilier financé à 100% pour notre budget global. 56 500 € ou plus gros ou plus petit en fonction de ton projet. Tu vas donc te rendre au niveau d'une banque et l'objectif, c'est de convaincre ton banquier. Le banquier, lui, son job, c'est de voir le pour et le contre et surtout de voir le risque qu'il va prendre en te prêtant cet argent. Au plus le risque sera faible, au plus tu vas rassurer ton banquier, et bien au plus tu auras facilement ton prêt avec un minimum donc de garantie à offrir au niveau du banquier. Quand je parle de garantie, ça peut être donc un apport en argent, une hypothèque ou ce genre de choses. Pour être sûr d'avoir un bon dossier, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien du coup, il faut déjà savoir ce que tu veux acheter. Est-ce que tu vas acheter une maison, un appartement, un immeuble pour avoir plein d'appartements d'un coup? Bref, cela dépend de ta stratégie et également de ta cible. On va prendre un exemple. Si tu achètes un studio et que ce studio est dans une ville étudiante, eh bien tu vas pouvoir le louer très facilement. Si tu achètes ce même studio mais qu'il est dans une zone où il n'y a que des familles qui vivent, pas d'université, pas d'entreprises qui peuvent faire venir des employés sur des durées donc assez courtes, et bien là pour mettre en location ton bien, ça va être relativement chaud. Donc bien définir sa cible et en fonction de sa cible, bien définir ce que l'on va acheter. Bien évidemment, cela dépend de l'environnement. Une fois que tu as défini ce que tu vas acheter, par exemple un appartement, l'objectif est de regarder l'ensemble des offres qui sont donc en face de toi et d'identifier les bons plans, les bonnes opportunités, le bon prix, les meilleurs prix possibles
Pour ça, donc, il y a une étude à réaliser. Une fois que tu as réalisé cette étude, tu auras des biens qui vont ressortir de cette étude et tu vas pouvoir commencer à aller voir donc les agences immobilières ou le vendeur en direct et négocier donc le prix de ce bien. Oui, je dis bien négocier car personnellement, je n'ai jamais acheté un bien au prix affiché et tu ne devrais pas acheter un bien au prix affiché. Généralement, comment ça se passe? Je donne ma proposition et j'ai en face un agent immobilier qui bégaye, qui blanchit ou qui me dit « Vous êtes sérieux là ?» Et oui, je suis parfaitement sérieux. D'une manière générale, je coach un petit peu l'agent immobilier, je le motive et je lui dis « Écoute, si je viens acheter ce bien, c'est moi qui vais payer, en l'occurrence dans notre exemple, nos 5 000 € de frais d'agence. Donc pour 5 000 €, tu peux bien délivrer donc au vendeur un message qui est un petit peu moins plaisant. » Je vais donner l'ensemble des arguments donc à l'agent immobilier et le répéter plusieurs fois pour être sûr qu'il est bien en tête car il a énormément de boulot et énormément de biens donc à vendre. Donc il faut lui donner un petit souvenir qui est quand même assez fort pour qu'il délivre le message. Car l'agent immobilier est ton ami. S'il délivre ton message avec tes arguments, eh bien tu as une chance de pouvoir acquérir le bien au prix que tu demandes. Et donc ça t'aide toi. Aider ton agent, c'est t'aider toi-même. Au niveau de ton dossier, si tu achètes un bien en dessous du prix du marché, déjà le banquier, niveau tranquillité, il est zen. Il sait qu'en cas de problème, ton bien sera vendu beaucoup plus cher que finalement ton budget global. Donc là, on est tranquille. Ensuite, tu vas faire des hypothèses sur la location, à combien tu vas louer ce bien. Hypothèse haute et basse, bien évidemment basée sur le marché réel. Et l'hypothèse basse doit permettre en tout cas un équilibre financier ou t'apporter des gains. Et là, le banquier, ce sera ton meilleur ami. Bon, je sais, j'ai donné énormément d'informations ici. Si à un moment donné, tu vas avoir des éléments que j'entre dans le détail sur de la négociation, sur comment identifier un bon bien, comment préparer donc un point, que ce soit avec l'agent immobilier ou avec le banquier, eh bien tu le mets en commentaire. Soit tu choisis un point en particulier, soit tu les mets tous. De toute façon, comme je te le disais, moi je vais faire ce fameux guide à partir du moment où il y a suffisamment de commentaires. Et comme je lis les commentaires, eh bien mon guide sera adapté en fonction du besoin. Donc pense à partager au maximum cette vidéo pour qu'on ait un maximum donc de commentaires et surtout de faire exploser le compteur de la chaîne. Voilà, on a vu tout ce qu'il fallait savoir sur la recette pour la LMNP ou location meublée non professionnelle. Tu connais à présent les étapes de cette recette et tu peux les appliquer pour toi aussi faire ce genre de choses. Acheter un bien immobilier sans apport, le mettre en location pour gagner de l'argent et ne pas avoir d'impôt dessus. Puisque tu connais tout, il ne te reste plus qu'à te lancer et je dirais que maintenant, c'est à toi de jouer.